Merci, merci beaucoup, Dr. Freelandon et les intervenants pour avoir partagé vos présentations. Comme je l'ai dit, je suis le cofondateur de la fondation Hépatite B. J'étais un professeur pendant des décennies et dans une école travaillé dans une école médicale à Yale. J'ai travaillé sur l'hépatite B pendant des années. Je je vais vous donner une perspective un peu différente et j'espère que ce sera utile. Je vais parler de la montée, de la chute et de la montée de la chute des traitements du VHB. Et ça a été vraiment, je vais, c'est, j'espère, je veux donner de l'espoir, c'est dans ma nature, mais je veux être aussi honnête par rapport à où est-ce que nous sommes et quels sont les défis. Ok, il est 2h28. Vous avez vu ici, ce que vous voyez ici, c'est le globe, c'est la population mondiale, 8 milliards. Ça, c'est le nombre de personnes qui ont été atteintes du VHP. 2 milliards de personnes, c'est très commun. L'infection est très commune. Une personne que vous connaissez, par exemple, a été affectée par l'hépatite, c'est très vrai. C'est 2 milliards de personnes. Et donc, parmi ces 2 milliards, 257 millions ont la maladie chronique. Ils ont des maladies du foie pendant des années euh, et les personnes ont besoin de traitement. Ce que je disais dans le chat, sur ces 2 milliards de personnes, s'ils n'utilisent pas le bon médicament ou s'ils n'ont pas la bonne thérapie, ils peuvent réactiver le virus et rejoindre la population à maladie chronique. Donc, vous n'êtes pas seul si vous avez l'hépatite B. Vous pensez, vous imaginez qu'il y a beaucoup d'intérêt sur ce qui peut être fait. Je vais passer certaines diapos. Vous pensez qu'il y a des choses qui peuvent être faites étant donné que tant de personnes sont affectées. Et si vous regardez à ce graphique en forme d'escalier, le nombre de personnes avec la maladie, 257 millions, ce sont des estimations globales, mais même si ce sont des estimations, c'est assez élevé. Environ 10% ont été diagnostiqués, 36 millions. Et sur ces 36 millions, seulement 7 millions reçoivent un traitement. Donc ça devrait vraiment inspirer tout le monde et motiver tout le monde. Ça, c'est vraiment admirable. Je ne critique pas le VIH, mais 32 millions de personnes savent qu'ils l'ont, mais là, c'est 82%. Donc, une fois que vous avez le VIH, vous vous faites traiter. Une fois que vous savez que vous l'avez HPV, il y a seulement il y a 30 à 40% de chances que vous allez vous faire traiter. Donc, vous voyez là où ma passion se trouve. C'est là que je vous montre la trajectoire de l'arc et l'historique de l'hépatite B. Ça a été découvert en 65 par Bloomberg et Harvey Alter. Je veux le faire remarquer, Dr. Bloomberg, avec qui j'ai travaillé, a reçu le prix Nobel en 1977 pour sa découverte de l'hépatite B. Je veux me dire que de travailler avec lui, avec Harvey Alter, qui était son associé plus jeune, et c'était son associé
Il a aidé à découvrir l'hépatite B. Il n'a pas eu le prix Nobel. C'est simple que c'est la façon dont les choses se passent. Il a découvert l'hépatite C avec Malter. D'autres personnes, ils ont gagné le prix Nobel en 2020 pour leur découverte. Le prix Nobel, on le suit dans le monde universitaire, mais je veux vous faire remarquer la qualité remarquable des scientifiques qui travaillent sur l'hépatite B, Halter et Bloomberg. Vous avez vraiment des personnes magnifiques des deux côtés. Je vous entends déjà rire dans la boîte de chat des personnes magnifiques pour l'hépatite B. Ils ont été découverts au début des années 60 ou au milieu des années 60. Il y a eu beaucoup de temps avant qu'il y ait quelques médicaments que ce soit pour l'hépatite B. Et donc, ils ont été introduits en 1991 pour traiter la hépatite B. Et après, ça a été dans une autre forme. Mais vous voyez que ça a été vraiment des temps très occupés, médicament après médicament pendant 20 ans. Mais c'est pas vraiment vrai. C'est la même, mais c'est pas vraiment le même médicament. Ils sont très différents, mais ils n'ont pas la même cible. Non, ils ont la même cible. Euh, donc, nous n'allions pas obtenions pas de nouveaux médicaments, nous obtenions le même médicament un peu amélioré. Mais à l'heure actuelle, 6 différents ou 7 différents médicaments pour l'hépatite B, comparez-le à, je regarde sur ChatGPT combien de diabète, des médicaments de diabète. Il y a plus de 72 médicaments approuvés pour le diabète, 35, 45 pour le VIH. Nous avons 2 médicaments en gros pour l'hépatite B, les inhibiteurs et les déférones. Donc, il s'agit là de médicaments efficaces. Je ne veux pas les dénigrer. Ils sont très efficaces. Mais nous continuons à taper sur le même clou avec le même marteau. Donc, c'est vraiment pas la bonne façon de s'y prendre, en toute probabilité. Donc, vers 2010-2015, l'hépatite C a été guérie. L'hépatite C, ça a créé cette vague de ravissement pour les essais pour l'hépatite B. Nous allons y passer dans un moment sur le genre de médicaments. Vous voyez, les petites pilules, il y a beaucoup de choses qui se passent en 2016. C'était vraiment passionnant. Vous avez entendu parler des phases précliniques de Dr. Davis, la clinique, phase clinique et l'approbation, l'accord. Qu'est-ce qui se passait en 2016? Les modulateurs immunitaires, pas tellement, mais beaucoup de médicaments directs qui marchaient directement. Ça, c'était magnifique. C'était la dernière décennie. Et après, mon Dieu, les médicaments ont échoué un après l'autre. On n'arrive pas à lire ces petits livres. Je l'ai fait exprès pour que ce soit impossible à lire. Non, j'ai pris. Alors, voici l'échec, échec, échec de médicaments. Je me dispute avec maman. Ils n'étaient pas vraiment des échecs, c'était des déceptions. Les médicaments, on a convaincu les compagnies qu'il y aura assez de ventes aux médicaments, mais programme après programme a été clôturé dans un après l'autre. Je ne les ai même pas tous énumérés ici. Mais jusqu'à maintenant, on regarde la baisse du groupe que nous avons. Donc, nous avons vraiment une baisse. C'est vraiment un sujet de préoccupation. Les sponsors se préoccupent. Je vais vous dire quelque chose pour les personnes qui soucient du traitement pour l'hépatite B. La fondation était là dès le départ.
Quand nous avons rencontré les législateurs et les réglementaires et les personnes de la santé publique qui ne s'intéressaient pas à l'hépatite B, pas un peu d'intérêt, pas d'intérêt, beaucoup d'intérêt en 2016, maintenant pas beaucoup d'intérêt à nouveau. La fondation de l'hépatite B garde son doigt sur le pouls je veux vraiment souligner là, nous sommes là depuis 1991, nous sommes ici en 2024, donc nous sommes ici, donc il nous faut nous en soucier. Vous voyez la table, c'est pas trop mal. Il y a encore beaucoup d'activités, c'est la phase clinique. 15 médicaments en phase 15, 1 et 21 en phase 2 et 2 en phase de 3. Donc, ceci est maintenu par une personne très, très capable. Ma femme, Joan, s'en occupe. Euh, donc, vous regardez ici, vous voyez cette croissance pour l'immunité, de la thérapie immunitaire. Donc, c'est une zone d'une façon ou d'une autre. Si vous pouvez guérir l'hépatite B, les antiviraux sont très importants et nous avons besoin de lui. Donc, c'est important de le développer. Donc, ce sera très important. Mais tout le monde pense que s'il faut guérir l'hépatite B, il nous faudra faire quelque chose pour le système immunitaire et la prolifération et toutes les choses que nous avons ici. C'est très passionnant. Vous avez un vaccin, qu'est-ce que ça veut dire? Inoculer quelqu'un avec le gène et vous pouvez lui donner l'immunité, ce qu'on ne faisait pas auparavant. Mais il y a des activateurs, il y a beaucoup de très important. Vous avez le point de vérification, les points d'inhibition et les inhibiteurs. Donc ça, c'est vraiment un médicament qui pourrait être très efficace. Et vous voyez, c'est très important ici à la phase 2 et à la phase 3. Ce que je regarde, le taux d'échec dans le développement du médicament. Et donc, la phase 1 va arriver à la phase 2 et 63%. Quelle est la probabilité que le médicament en phase 2 va arriver à l'accord? C'est 21%, à savoir un cinquième. Donc, vous voyez le médicament de la phase 1 jusqu'à l'accord, moins de 10% n'y réussissent. Donc, vous vous souvenez du filtre en forme de cône que le docteur avait. Vous avez des pourcentages que j'ai pris la source que j'ai bloqué. Vous avez un tracker de. Si vous en arrivez à la troisième phase, vous avez une bonne chance d'avoir un accord. Donc, je ne compte pas vraiment ceci. Ça devrait être approuvé. Mais le GASK ou quoi que ce soit, c'est celui que personnellement je trouve le meilleur actuellement et nous nous en réjouissons. Un sur deux de ces médicaments va être à parvenir à l'accord. Donc, dites adieu aux autres. Ça nous fait du mal parce qu'ils appartiennent à notre groupe. Quatre de ces du milieu vont y réussir et un sur deux va réussir à la phase 3. Alors, l'objectif de la thérapie, Dr. Davis et Wang en ont parlé, donc je vais en parler de façon différente. Je crois que l'objectif, c'est la guérison totale. Définition de la guérison, c'est ma définition à moi, c'est de revenir faire revenir tellement quelqu'un qui a
l'hépatite B chronique à un âge ajusté de risque de la maladie de la foie. C'est comme si égal à ce où la personne avait été avant d'avoir jamais été affectée. C'est comme par exemple quelqu'un qui a 40 ans qui n'a jamais eu l'hépatite, vous en revenez. Mais à mon avis, c'est ça l'objectif. Beaucoup de monde pense que c'est ridicule, mais ce n'est pas possible actuellement. Même les personnes qui ont été guéries fonctionnellement, donc on doit poursuivre le dépistage. Mais je suis conscient euh, que les personnes ont été guéries de leur hépatite virale qui ne sont pas, qui ne sont, sont réputées avoir été guéries et qui ne font plus l'objet de dépistage ou qui ne vont pas se faire surveiller et 15 ans plus tard attrapent le cancer. Donc, je suis très sensible au fait que cet objectif n'existe pas encore. Et donc, il n'est pas encore là, d'après ce que je sais. Donc, nous devons nous faire à une cure fonctionnelle. Vous avez les protéines virales qui viennent sont en train d'être mises en circulation. Une cure fonctionnelle, ça veut dire que vous en revenez à des produits de médicaments, vous en venez de ce flux sanguin un peu trop populé à celui-ci. Donc, vous avez des enzymes, des niveaux d'enzymes cellulaires. Ça, c'est la définition d'une cure fonctionnelle. Vous pouvez arrêter les médicaments et maintenir cette condition sans anémie ni antigène et votre risque de maladie du foie et il y a maintenant des preuves de plus en plus, ça prend des décennies. Si quelqu'un est malade de l'hépatite B, une fois que vous réalisez cet objectif, vous en êtes venu vraiment, vous avez couvert beaucoup de chemin. La réduction de la maladie, c'est entre 50 et 80%. Dans la plupart des populations, vous pourrez savoir quelles sont les personnes qui se sont fait traiter le plus tard par rapport à ceux qui sont fait le traiter le plus tôt, qui avait beaucoup de cirrhose quand ils ont commencé le traitement. Mais pour la plupart, si vous en arrivez là, vous n'êtes pas tout à fait guéri, mais c'est le contrôle du virus. Vous êtes en bon état. Progrès. Actuellement, nous savons que même avec les petits médicaments que nous avons, et l'interférence de 3 à 5% sont guérissables et vont en arriver à la guérison fonctionnelle et même en delà. Donc, nous en sommes là, mais j'aimerais savoir, vous parler de qui peut être guéri fonctionnellement avec les médicaments disponibles actuellement. Parce que je pense que c'est important et nous pouvons en parler aux personnes aux bailleurs de fonds et aux législateurs. Il y a eu bien bel et bien des progrès. Les personnes avec l'hépatite B devraient le savoir. Cette diapo un peu compliquée, je l'ai pris d'un vieux journal, mais j'ai la version plus récente. Regardez un peu. La protéine virale HBsAg, perte, ça disparaît dans votre sang. Il n'y a pas de virus dans le sang et ça, c'est un signe très favorable. Actuellement, si vous êtes traité avec l'antiflurone pour une période assez prolongée, il y a un certain pourcentage qui va en arriver à cette étape. Et vous voyez qu'il y a des personnes qui sont traitées par ces médicaments qui en arrivent à cet objectif. C'est un peu pathétique, mais si vous êtes traité par un interférone, j'en arrive à ces catégories, les personnes qui sont guéries ça maintenant, vous pourriez
presque dit oui, oui, vous, parce que vous avez ces propriétés, vous pourriez être guéri fonctionnellement. Regardez-moi cette étude qui a été rapportée récemment, qui a été mise à jour en 2024. Vous voyez ici même qu'en ce qui concerne le HBsAg-LOS, sous certains régimes de traitement, vous pouvez réaliser un objectif de 13% pour un régime qui dure assez longtemps. Si vous le partagez sur ce que vous avez remarqué au début du traitement et combien de hépatite B se trouve dans le sang de cette personne, si vous avez moins de temps et temps d'unités par litre dans le sang et vous êtes caucasien, vous avez 40% de chance d'être guéri fonctionnellement de l'hépatite B. Donc, ça, c'est quelque chose de dramatique, mais il faut le bien préciser. Il faut être de race caucasienne. Si vous êtes pas caucasien, asiatique ou quoi que ce soit d'autre, mais vous pouvez également être guéri. Donc, malheureusement, ces chiffres globaux représentent juste un petit nombre de la population affectée. Donc, 15%. Est-ce que nous sommes remplis à 15% ou vides à 85%? Beaucoup de travail reste à faire parce que beaucoup de monde sont dans cette catégorie. Mais vous regardez ici, vous pourrez réaliser des grandes pertes de HBS dans la bonne population. Et ça, c'est un grand pas en avant. Vous voulez vous assurer, si possible, que votre médecin traitant et vous savez quel est votre niveau de HBsSG et après vous pouvez HBsAg et après beaucoup de monde ne pourra pas le faire et après ils devront demander à l'OMS, l'Organisme mondial de la santé. Donc si vous pouvez bénéficier de Marianne Peters l'appelle la médecine de précision pour l'hépatite B. De nouvelles approches. Désolée, je ne sais pas combien de temps ça fait que je parle. Il y a de nouvelles approches pour de nouvelles cures. Je vais résumer ceci par catégorie. Il y a des acides nucléiques que la patiente ou le patient peuvent recevoir pendant des essais cliniques qui ont un effet très puissant et seront presque certainement approuvés pour utilisation dans les 3 à 4 ans à venir. Ce sera, à mon avis, une partie importante, une nouvelle colonne vertébrale. Oui, donc, ben, désolé de faire ma propre promotion, mais ça vient de notre centre à nous. On verra à quel point elle progresse. Donc, vous avez des produits qui ont beaucoup encore de chemin à couvrir, mais ce sont des médicaments de précision. Et bien sûr, vous avez des éléments qui améliorent le système immunitaire. Donc, il faudra bien savoir comment, ou plus intelligent sur comment s'en servir. Et Dr. Davis en a parlé, il faut associer un antiviral à des actions directes, virémia ou antigénémie, et un stimulateur immunitaire qui sera au centre de la thérapie. Bob Gish a produit ceci, Robert Gish. Donc, les inhibiteurs, les réducteurs d'antigènes et les stimulateurs de système immunitaire. Il y a des essais cliniques actuellement. Il faut que tout le monde travaille, collabore ensemble parce que il y a des monothérapies. C'est pour ça que nous avons eu des déceptions cliniques parce que
les thérapies, je ne crois pas que ces nouvelles choses vont en faire assez. Ce sera pour les patients qui sont difficiles à guérir de l'hépatite B. Je crois qu'il y aura au moins pour une preuve de principe à court terme, il y aura différents mécanismes et de médicaments nécessaires et les compagnies doivent collaborer à ce niveau. Voici des des médicaments importantes, précliniques, qui veut dire pas encore appliqués sur des personnes. Donc, il y a des médicaments magnifiques qui sont encore à la phase laboratoire et empirique. Donc, la réponse se trouvera là, je crois. Nous devons aller ensemble. Vous voyez les médicaments CRISPR et Arcus, les nouveaux vaccins thérapeutiques qui sont magnifiques et qui font de très bonnes choses dans les études sur animaux. Donc, nous devons un peu attendre. À mon opinion, à mon avis, voici l'élément le plus prometteur. Et actuellement, la prochaine que nous surveillons tous et nous guettons, c'est Bepirovirsen. C'est antiscience nucléique qui a beaucoup de résultats magnifiques, et à mon avis, suggère une façon confiante de gérer l'hépatite B chronique. Le composé ALG a dépassé mes attentes et a une suppression antivirale. J'aurais bien pouvoir mettre à l'affiche d'autres composés. Je ne sais pas où c'en est. C'était mon préféré à un moment, certains moments. Donc, il y a des choses qui existent. Nous devrons garder confiance. Et ça, c'est l'échelle vers le haut du traitement de l'hépatite B. Vous ne le savez pas, mais ça, c'était l'échelle que j'ai prise que d'une diapo de Mike Sophia. C'est l'un une des personnes qui a découvert la cure pour l'hépatite B qui travaillait dans le labo Bloomberg. Et je l'ai pris de lui parce que c'était pour l'hépatite C. Pour en arriver à 100% de cure pour l'hépatite C, où nous en sommes arrivés grâce à ces docteurs, n'est pas arrivé, ne sont pas allés de cure de 5% à 100%. Ça a pris 15 ans et des petits sauts, un petit saut vers le haut, un petit saut vers le haut, ici et là, jusqu'à que nous en arrivions finalement à la grande hausse pour leurs médicaments. C'est là où nous en sommes pour l'hépatite B. Nous sommes ici avec des médicaments de précision de 13 à 15% de taux de guérison. Donc, nous devrons avoir de l'investissement dans la recherche, dans dans les entreprises de médicaments et sans vouloir me jeter des fleurs à moi-même, ça viendra de la fondation de l'hépatite. On me dit, ah, il faut aller militer pour ci et pour ça, mais les autres maladies sont bien sûr importantes aussi, mais là, moi-même, à l'âge de 69 ans, j'en ai pas mal moi-même, donc je suis tout à fait pour. Mais l'hépatite B, c'est la fondation de l'hépatite B. Pour l'hépatite D, c'est la fondation de l'hépatite D. Pour le cancer du foie, c'est la fondation de l'hépatite B. C'est nous qui nous y tenons. Je crois que j'ai fini à temps. Oui, tout à fait. Merci de votre écoute. Et je ne sais pas si je garde ma vidéo ouverte ou pas. Oui, parfait. Donc, nous allons vous poser quelques petites questions, docteur Bloch et docteur Tavis. Il y a des questions. Il y a
certaines qu'il faut répéter parce que c'est important d'aller plus en profondeur dans certains de ces concepts parce qu'on entend ces questions de tout le monde avec les personnes affectées de l'hépatite B partout dans le monde. Y a-t-il une différence entre exposé ou infecté de l'hépatite B? Je savais que, docteur Tavis, vous avez déjà répondu. La différence, c'est de savoir si oui ou non vous avez établi l'infection. Dans ce contexte, c'est quelqu'un qui avait l'hépatite, mais n'a pas été établi. Exposé veut dire, dans la plupart des cas, c'est guéri de l'infection. Sinon, ça veut dire une infection chronique. Merci, magnifique réponse. Une autre question qui est venue dans le chat, est-ce que c'est vrai qu'actuellement, Dr. Block, vous l'avez déjà dit, est-ce que un peu très petit groupe de personnes ont peur de ce virus? Partagez le pourcentage et quelque chose qui et rend quelqu'un plus à même d'être guéri. Dans l'histoire naturelle de la chronique, l'hépatite B A chronique, si vous êtes infecté avant l'âge de 2 ou 3 ans, ou bien sûr à la naissance, la probabilité, c'est que vous soyez un porteur chronique avec, pour le reste de votre vie. Certaines personnes disent que vous êtes infecté ou exposé en tant qu'adulte, disons au-dessus de l'âge de 15 ou 20 ans. La probabilité surmergente que vous ne savez même pas que vous avez été infecté. Donc, bien sûr, le cas entre les deux, si vous êtes un porteur chronique, un très faible pourcentage se débarrasse spontanément du virus et on ne sait pas la raison. Donc, ça varie en fonction du continent et le genre de gènes et ce genre de choses. Donc, je ne pense pas qu'on connaisse la raison. John, vous voulez un peu ajouter? Non, pas vraiment, en théorie. Le moins de virus que vous ayez, le plus facile, c'est facile à guérir. Bien sûr, il y a l'âge de l'infection. On n'en sait pas assez pour donner une réponse définitive. Mais pourquoi est-ce que certaines personnes le perdent spontanément? Ça se passe souvent pour les jeunes. Leur poids est en croissance, ils sont exposés à d'autres choses, il y a des théories à ce niveau, mais d'autres personnes pourraient avoir une infection, d'autres choses qui pourraient causer une immunité transversale sympathique. Donc, peut-être que, à mon avis, on ne le sait pas. Très bien, merci. Beaucoup en encore reste à apprendre à ce niveau. Une autre question que nous avons eue dans le chat, est-ce que tout le monde a besoin de médicaments pour l'hépatite B ou pourquoi oui ou pourquoi pas? Pourquoi oui ou pourquoi non? Donc, ça, c'est un peu un sujet à controverse. Pas tout le monde, avec l'hépatite B, de toute évidence, n'a besoin de se faire traiter. Parce que seulement si vous êtes traité pendant toute la vie en 15 à 20% des personnes avec l'hépatite B chronique, si nous savons de qui il s'agit, c'est les personnes qui doivent être traitées. Mais on ne le sait pas. Donc, on joue ce jeu d'estimation et de tomber dans les catégories de risque. Et vous l'avez vu, Dr. Wang et d'être Tavis. Vous voyez là, c'est la charte qui montre qui a l'hépatite active, réplication active sur les personnes qui ne les ont pas. Et avec les médicaments qui empêchent la réplication, après, c'est logique de traiter les personnes avec la réplication ou les preuves qu'ils ont l'hépatite active. Et si vous savez que vous avez un virus qui se réplique, je peux être émotionnelle par rapport à ça. Les jeunes qui n'ont pas été traités, qui ont le virus, ils n'ont pas
Ils n'ont pas d'enzymes dans leur sang, donc l'hépatite est considérée comme non évasif. Et ils arrivent à la trentaine, ils ont une hépatite active et le virus est intégré dans l'ADN. Comme vous l'avez entendu, vous atteignez 40 ans, 50 ans, vous commencez à avoir l'hépatite, donc vous ne pouvez pas bénéficier de thérapie. Je rajouterai autre chose. Il y a un ensemble d'étudiants qui sont suivis, de patients qui sont suivis, qui sont traités, certains par Cathy Schwall, une pédiatricienne. Des personnes sont traitées quand ils étaient jeunes et qu'ils avaient l'hépatite B. Et un grand nombre d'entre eux, aujourd'hui, en tant qu'adultes, se sont débarrassés du virus. Je n'ai pas vu ça publié, je parle sur la base d'anecdotes, mais le traitement des enfants a un plus grand nombre. Je parle sur la base d'anecdotes, pas nécessairement de preuves cliniques. Définissez qui doit être traité, le niveau de virus, à quel niveau, à partir de quel niveau. Les personnes qui ont un niveau très élevé doivent être traitées sur la base de nos directives. C'est ce qui devrait être fait. Je suis tout à fait d'accord. Je sais que la Fondation Hépatite B a émis une déclaration dessus. Et la coalition est une association de scientifiques du monde entier qui ont développé des directives mondiales et qui révisent les données par rapport à cela. Et la conclusion est claire. Les directives de traitement doivent être élargies de manière importante. Nous avons des documents sous examen et l'un d'entre eux identifie l'aspect scientifique du problème. Les documents de recherche vraiment appuient les directives. Nous avons pas trop de temps, nous allons arrêter les questions, mais je pense qu'il y aura du temps pour regarder le chat et voir s'il y a des questions. Maintenant, je voudrais passer la parole à, à notre panel pour les personnes qui vont partager leur expérience. Joe, Brighton, Wendy, si vous pouvez ouvrir votre vidéo et nous allons partager l'écran. Diapo suivante. Un aspect de la fondation dont nous sommes fiers, c'est que c'est l'engagement que nous avons, les programmes que nous avons lancés en 2017. Nous avons le partage d'expérience avec les personnes atteintes. Vous verrez la vidéo. Nous allons commencer avec l'histoire de Joe et vous verrez l'impact. Et j'espère que vous verrez que l'objectif de ce programme, c'est de sensibiliser, créer une voix pour les personnes affectées. Donc, nous allons jouer la présentation de Joe et ensuite nous aurons des réflexions. Je sentais juste les fleurs dans le jardin.
Dans les années mi-70, j'étais avec ma mère, mes amis, et un jour, un ami m'a dit, hé, ta peau est un peu jaune, tu devrais voir un docteur. Je me suis rendu compte que j'avais la petite baie, mais je ne savais pas ce que ça voulait dire, et j'ai juste laissé tomber. J'y ai pas réfléchi. Et ensuite, la crise du sida s'est présentée. J'ai été testée, j'étais négatif, mais j'avais toujours l'hépatite. Je voulais être sûre. J'ai fait beaucoup de recherches. Je suis partie à la bibliothèque et j'ai expliqué à la communauté des hommes gays mon statut. Je me sentais pas vraiment malade en 2013, mais là, ça s'est aggravé. J'ai été affectée par un sérieux virus, l'hépatite Delta. Le spécialiste m'a dit, il n'y a pas de traitement. Bon courage. Je n'avais pas l'intention de laisser ça à la chance. J'ai compris que le virus Delta affecte les personnes qui ont l'hépatite B. J'aurais aimé avoir un vaccin dans les années 70. Ça aurait pu m'aider à éviter ces virus. Donc, aux États-Unis, c'est l'Institut national de santé a aidé. J'espère que cet essai pourra sauver des vies et, essayer de voir le traitement dont j'avais besoin. Décembre dernier, le virus Delta dans mon corps est arrivé à presque zéro. Le traitement est marché. Et après 2 mois, je me suis sentie malade, très malade. J'ai perdu 25 pounds et j'étais vraiment malade. Dans l'essai, dans les essais cliniques, la santé de la personne est importante, est impérative. Mon- J'ai été déçue de ne pas avoir fini l'essai, mais je me sentais tellement bien par rapport à la contribution dans cette recherche. Je continue d'être testée, je me contrôle et j'espère toujours pouvoir trouver une cure. Soyez persistants. Merci beaucoup. Bienvenue, Joe. Si vous voulez partager certains points de votre histoire et peut-être une mise à jour depuis que vous aviez créé cette vidéo. Oui, merci. Ça fait plaisir d'être là. Il y a 20 minutes, il y a eu une alerte tsunami dans mon téléphone et nous sommes en sécurité. Ça s'est passé en Californie. Il y a eu un tremblement de terre de 7,0 à l'échelle 7,0. Euh, Ça m'a un peu secoué mentalement, mais bon, pas physiquement. Mais je voulais partager 2 choses dont je me suis rendu compte au début de notre conférence. Pour moi, personnellement, l'Université de San Francisco, qui a pris soin de moi depuis que j'ai un changement de foi, on m'a, j'ai appris que le médicament que j'utilise a été réduit encore à 3 milligrammes par jour, ce qui est une très bonne nouvelle. Et j'ai eu mon test sanguin mensuel et une fois de plus,
Mon antigène, hépatite B est négatif. C'est négatif depuis mon transplant et c'est une très bonne nouvelle. Et après avoir fait cette vidéo en 2019, je ne savais, je ne voyais pas dans quelle mesure c'était une belle chose parce que je me suis mis en contact avec la Fondation B, hépatite B, et je n'avais pas idée de l'influence positive. euh, Cela me donnerait juste de vous rencontrer. D'abord Ciara et ensuite les autres personnes à la Fondation qui m'ont gentiment demandé de mettre sur la liste. J'étais préoccupée, même si l'essai clinique ne marchait pas. Initialement, mais les, in- le niveau n'était jamais vraiment suffisant, n'était pas vraiment élevé, mais les personnes à la fondation hépatite B, y compris Sierra et ensuite Dr. Gage, ont dit Joe, tu devrais essayer de te mettre sur la liste pour la transplantation, la greffe. Et la MLD, c'est le méthode de test pour déterminer la santé du foie. Et le niveau a été élevé. Et donc, vous ne pouvez pas être sur la liste de greffe si vous atteignez un certain niveau. Et en Californie, votre niveau doit être vraiment élevé. Donc, en mars 2023, mon niveau était beaucoup plus élevé. Je n'ai pas eu vraiment de symptômes sérieux des deux virus jusqu'en 2022. Et en même temps, j'ai eu Covid. Et juste après ça, j'ai commencé à avoir des problèmes, des fluides dans mon abdomen et dans mes jambes, ce qui s'est empiré. Et j'ai eu la cirrhose. Et j'ai eu de l'hémorragie au niveau de l'abdomen. J'ai eu également des problèmes. J'ai dû avoir de l'infusion d'albumine une fois par semaine. Et enfin, il y a une autre crise liée à ma maladie du foie qui m'a amenée à l'hôpital. Mais cette crise, et c'est une combinaison pour- en avril 2023. Je ne devais pas aller là-bas et le processus prend plusieurs années entre les tests, les interviews avec les docteurs, les neurologues, les pathologues, les travailleurs sociaux. Vous devez prouver que vous aurez de bons soins pour prendre après la greffe. On vous fait plusieurs tests, y compris l'alcool, le niveau d'alcool. Tous ces tests et le processus d'évaluation prenaient 4 jours parce qu'ils étaient pressés et j'étais pressée. Et au 5e jour, ils ont dit, Joe, nous avons un foie pour vous. Et ils m'ont préparé et ils m'ont amené en chirurgie.
mon docteur Robert est venu et m'a dit, Joe, désolé, ce foie n'est pas bon. Je n'étais pas désespérée, je n'étais pas, parce que je me suis dit, ce n'est pas mon foie tant que ce n'est pas dans mon corps et que ça marche et que ça fonctionne. Donc j'ai vraiment senti qu'ils ont fait des efforts pour moi et je l'ai senti. J'ai senti qu'il y avait peut-être de l'espoir. 30 minutes plus tard, après qu'ils aient dit non au nouveau foie, ils sont revenus et ils ont dit, il y a un autre foie. Juste 30 minutes après avoir été admis. Et le matin, je me suis réveillée avec un nouveau foie et, et mon test sanguin mensuel est bon. Ma créatine est montée et je lui ai demandé UCFF ce matin. Nous réduisons votre tracolimus et ça pourra aider avec votre créatine. En dehors de ça, je vais très bien. Et c'est mon histoire. Très bien, merci Jay, merci d'être là, de participer, particulièrement compte tenu de la situation d'urgence qui s'est passée autour de vous. J'espère que vous allez bien. Merci d'avoir partagé votre histoire. Nous sommes heureux d'avoir fait partie de cette histoire. Et je pense que c'est une histoire incroyable à suivre. Nous sommes heureux et de savoir que vous avez une meilleure santé. Merci. Nous allons maintenant passer à notre prochaine histoire. Et j'espère que Joe, vous allez regarder le chat. Beaucoup de personnes disent bonjour et combien votre histoire est inspirante. Et nous avons des questions, bien sûr, hein, plus tard. Donc maintenant, nous allons présenter Bright, qui est notre co-présentateur de notre webcast. Je suis née dans une petite ville au Ghana. Ma famille n'était pas riche ou puissante, mais ma mère s'est occupée de moi et de mes 4 frères. Nous, j'ai réussi à finir mes études à l'université. Ensuite, je suis partie aux États-Unis. J'étais timide et calme, mais je m'estime fort et résilient. La vie n'a pas été simple. 5 ans plus tard, j'ai appris que ma maman est décédée. Toute ma résilience et ma force, je l'ai perdue. Je ne pouvais plus me concentrer. Je voulais me cacher du monde. Et parfois, je ne voulais plus vivre. Mes amis m'ont tellement aidée. Ils ont dit, tu aimais ta mère. Elle ne serait pas heureuse de te voir abandonner ta vie. Donc, j'ai eu des conseils et je suis devenue fort. Mais ensuite, je me suis sentie fatiguée tout le temps, 4 ou 5 jours par semaine. Je n'avais aucune énergie. Ma fille m'aidait et éventuellement, je me suis rendu compte que je vivais avec l'hépatite B de manière chronique. La fatigue j'avais la fatigue et des problèmes de dos. Chaque matin, je me préoccupais de mon futur, qu'est-ce qui arriverait par rapport à mon hépatite. Aujourd'hui, ça va, mais demain et l'année prochaine et 5 ans et dans 5 ans. Petit à petit, je commençais à avoir des jours où j'avais de l'espoir. Je pouvais faire face à ce que je ne connaissais pas. Le docteur m'a aidé à prendre mes décisions. 1 an plus tard, mon frère est venu du Ghana
et je l'ai récupéré de la station de bus. Après un moment, il a dit, tu as changé. Je ne pouvais pas imaginer ce qu'il a vu en moi. Mais maintenant, je me suis rendu compte. J'ai changé. Je suis plus résilient qu'avant. Soyez résilient. Bright, je vous donne la parole. Une fois de plus, je voudrais remercier la Fondation Hépatite B pour l'opportunité offerte. Quand ce que j'ai fait cette vidéo, je n'avais pas vu cette vidéo pendant des années. Donc, ça me rappelle des souvenirs. Ma décision initiale de faire cette vidéo, ce- c'était pour aider, prévenir les enfants de devenir des statistiques comme moi et apprendre à lutter contre ce virus dès la naissance. C'était ma raison. Ensuite, une fois que j'ai fait la vidéo, je n'avais plus d'énergie. Je me suis dit, je fais la vidéo pour la fondation et c'est tout. Et mais je me suis mais en fait, c'était le début d'un parcours. Je ne savais pas qu'il y avait une vision qui se produirait après la vidéo. Oui, c'est vrai, j'ai toujours les problèmes de santé, les connexions, les opportunités à travers la fondation, ceux qui m'ont aidé, à part le biais du plaidoyer, le personnel, quand je regarde parfois et je regarde certains des membres du personnel, ce qu'ils ont fait dans l'espace de l'hépatite B, je me demande comment est-ce que j'ai pu faire tout ça? Parce que ce n'est pas quelque chose que je planifiais ou dont je rêvais, mais tout le travail qui a été fait avec la fondation, euh, ils sont patients pour entendre partager l'expérience des autres. Et je remercie les connexions, les relations, les amitiés que j'ai développées, tout, à travers tout cela aussi, parce que à cause de cela, je me suis rendu compte que j'ai trouvé une carrière. Je n'ai pas pensé que j'ai trouvé la voie euh, que je ne cherche pas nécessairement. Je suis motivée. Je remercie vraiment pour cette opportunité. Je suis toujours résilient et j'ai toujours cette idée de ne jamais abandonner. Je reste optimiste. Je vois un verre à moitié rempli plutôt qu'à moitié vide. Et même si j'ai perdu une jambe, je dis, ah, il me reste encore une jambe. Donc, c'est ce qui me permet d'avancer. Je remercie la Fondation, vraiment. Je n'aurais pas eu l'opportunité que j'ai aujourd'hui sans eux. Je n'ai jamais rêvé d'être un héros, de plaider pour la lutte contre le, euh, l'hépatite B. J'ai plaidé euh, quelques fois, mais c'est merveilleux, c'est surprenant, mais c'est vraiment avec l'aide de la Fondation, euh, nous pouvons partager nos histoires. Donc ça, c'est là où je suis. Merci. Merci, Bride, et merci pour votre engagement, parce que vous aviez eu un choix d'être impliqué ou non, et vous êtes tellement impliqué dans différentes choses, et nous avons vraiment hâte de voir ce que vous allez accomplir à l'avenir. C'est un plaisir de travailler avec vous et nous espérons que vous regarderez le chat parce que beaucoup de personnes posent des questions, font des commentaires. Merci. Nous passons à des questions. Maintenant, nous passons à l'histoire de Wendy. Allons-y, partageons votre histoire. Mes parents étaient immigrants de Chine et je suis née au Canada. J'ai été élevée de manière normale, aller voyager, célébrer Noël. Ce n'est pas
je me suis rendu compte que j'avais l'hépatite B. Tout ce que je sais, c'est que je l'ai eu par ma mère à la naissance. M- Mon mari, j'ai été rassurée de savoir qu'il n'était pas infecté. Ensuite, famille, que maman avait le cancer. Nous étions dévastés. Si nous avions su, nous avons essayé de détecter. Ce Noël-là, nous sommes mis ensemble. Ma mère a pris ma fille de 2 ans et lui a chanté une chanson en chinois. J'espère qu'elle pourra s'en souvenir. Elle est morte quelques mois après. C'était vraiment, ça m'a réveillée. C'est vraiment une maladie sérieuse. J'ai appelé les personnes qui ont le virus et je leur ai prévenu du problème de cancer. C'est important de s'éduquer par rapport à ça. Certains docteurs ne savent pas nécessairement tout. C'est important de trouver des docteurs qui comprennent cette condition. Maintenant, je me surveille régulièrement. Je fais des tests régulièrement. Je veux être là pour ma famille, pour les petits-enfants que j'espère avoir à l'avenir. Ayez de l'espoir. Merci, Wendy. On vous donne la parole pour une réflexion des mises à jour. Est-ce que vous m'entendez? Oui. J'ai fait cette vidéo en 2018 et tellement de choses ont changé depuis. À ce moment-là, je n'avais pas de médicaments et j'ai vu avec la maladie. En 2020, à l'âge de 58 ans, mon niveau de HPV a augmenté. Mon hépatologiste m'a m'a expliqué que c'était important de prendre des antiviraux. Et c'est important parce qu'il y a eu l'exemple de ma mère qui avait le cancer. Malheureusement, j'ai développé des problèmes sur mon corps. J'ai eu des douleurs au dos et ce n'est pas une réaction aux médicaments. Mon spécialiste m'a demandé de voir si, si des changements par rapport au dosage du médicament pouvaient aider. J'ai demandé à diminuer le dosage. Je- J'avais ces problèmes sur la peau pendant plus de 6 mois. Un spécialiste des allergies m'a consulté et il a vu que mon système immunitaire a été affecté également, mais personne ne savait. J'ai commencé, j'ai commencé à prendre des médicaments chaque jour comme prescrit. Donc le dosage, euh, le niveau est passé de 1000 à 100 et l'année suivante, ça a augmenté et c'était un problème pour les docteurs. Mon hépatologiste m'a demandé, il m'a expliqué. J'entends très mal. J'ai été traitée à un âge assez élevé. Personne ne sait la réponse au problème. La bonne nouvelle, c'est qu'en faisant plus de tests, ma réponse au virus n'était pas mauvaise. Il m'a mis sur le body en décembre 2023 et je continue à prendre l'autre médicament. Depuis là, ma charge de virus a baissé et j'en ai une à moins de 25 et une à 25. Je sais que mon virus peut réviser,
avoir une résistance à la médicament, mais je me sens anxieuse quand j'entends mes résultats pour me demander si mes virus sont encore augmentés. C'est vraiment horrible, cette situation. Et après, je veux aussi mentionner que d'autres cancers sont plus prévalents et les personnes qui ont le VIH. Il y a quelques années, on a trouvé quelque chose dans mon pancréas. C'est un autre problème à penser chaque fois que j'ai une échographie de l'abdomen. Ça a été, j'ai eu des problèmes depuis des années. Comment faire? Et ceci est monté. Et quand je raconte mon histoire et ceux des autres personnes, vivre avec cette maladie peut être un tellement grand défi. Et je continue à espérer et à prier qu'un remède sera découvert. Merci beaucoup pour montrer d'autres défis avec l'hépatite B et les anxiétés. Je pense qu'elles sont réelles pour les personnes qui sont impactées. Donc, j'apprécie. C'est très important d'en discuter. Bon, je vais demander à les personnes qui ont partagé leurs histoires de répondre à des questions, à commencer par quel genre de suggestions ou de conseils auriez-vous pour les autres qui ont l'hépatite B ou Delta, et en particulier pour les personnes qui viennent de faire l'objet d'un diagnostic. Je vois que vous voulez commencer et après nous allons passer aux autres personnes. Je m'excuse. Oui. Ah, des conseils. Ah mon Dieu. Dans mon cas, à moi, l'un de mes docteurs en 2013 qui a été en fait mentionné ici, et je ne vais pas dire son nom actuellement, mais on m'a dit qu'il n'y avait rien à, à faire pour mon hépatite delta et m'ont dit bonne chance. Mon ce que j'ai fait, ce que je me dis peut-être que si venez faire l'objet d'un diagnostic pour la petite B ou delta, c'est de faire vos propres recherches. Bien sûr, ce que je ne savais pas à l'époque, c'est qu'il y avait l'hépatite B, la fondation hépatite B. Donc, avec cela, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché des essais cliniques parce que à l'époque, je me disais, je ne veux pas que quelque chose, d'attendre pour quelque chose arrive, peut-être je serais mort avant ça. Donc, pour moi, ça valait le coup de chercher un essai et de voir de quoi il s'agissait, quels étaient les risques, et je l'ai fait. L'autre chose que j'ai faite lorsque je viens d'apprendre, j'ai appris au début il se peut que j'ai de la cirrhose vers les années 2003, c'est que j'ai pris à cœur ce que les pathologues m'avaient dit, Docteur Bass, il y a longtemps, à UCSF, c'est de prendre soin de soi-même. Je n'avais jamais été un grand buveur. Mais quand on m'a dit que j'avais 2 ou 3 verres de vin par année et un verre de bière par semaine. Il a dit non, 0,0, pas du tout. Et je me suis dit à moi-même, j'ai eu des gallons d'alcool pendant ma vie adulte. J'ai essayé la marijuana. Je n'ai plus besoin de le faire. Ça, c'était mon attitude. J'ai arrêté de me servir de suppléments, des vitamines peut-être, mais je faisais très attention pour les suppléments à base de fines herbes. Mais le conseil, c'est de bien prendre soin de soi-même. Ces petits plaisirs
des petits plaisirs qui vous font des dommages, ça ne vaut pas d'être vivant, en vie dans le monde. Ça vaut le coup de prendre soin de moi-même, de faire de l'exercice. Et si vous finissez par obtenir un transplant du foie, le mieux, vous prenez prendre soin de vous-même, le mieux, pendant qu'on attend des nouveaux médicaments, le mieux, pendant que vous vous préparez à votre greffe du foie. Prenez soin de vous-même. Oui, je ne pourrais pas être plus d'accord. Faites vos recherches. Prenez soin de vous-même. Ça, c'est très important. Pour moi, personnellement, ce qui était utile, c'était beaucoup de fois, lorsque j'ai fait l'objet du diagnostic, il n'y avait personne qui m'a donné quoi que ce soit en termes d'information. Vous avez l'hépatite B et un point, c'est tout. Pas d'infos, pas à quoi m'attendre, rien du tout. Euh, C'était au bout d'un moment. Euh, J'étais surtout à peu près déprimée pour gérer tout le diagnostic et je me demandais pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi pas à quelqu'un d'autre. C'est là que je me suis informée au sujet du virus hépatite B. Donc, j'en suis venue à comprendre de quoi il s'agissait dans l'hépatite B et qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce que ça fait pas. Donc, l'éducation est quelque chose de très important. Et parfois, quand on a l'hépatite, on oublie de vivre, on oublie complètement. Donc, tout ceci, c'est ce qui arrive aux personnes qui ont l'hépatite B. Mais ce n'est pas la peine de faire ça. Nous avons besoin de trouver le temps de respirer, de vivre, de sourire, de ce qui vous passionne. Le diagnostic ne devrait pas vous mettre directement dans le cercueil, dans la boîte, si vous vous bloquez de tout le reste. Pas du tout. Faut toujours vous souvenir de vivre votre vie. Euh, il y a des millions d'autres personnes. Vous n'êtes pas le seul ou la seule. De très bons conseils. Je l'apprécie beaucoup. Oui, je suis très d'accord. Il faut militer pour soi-même. Beaucoup de médecins traitants, eux, ne sont pas au courant des informations les plus récentes au sujet de l'hépatite B. Donc, c'est une petite portion de leur pratique ou de leur cabinet médical. Quand on m'a dit quand j'avais beaucoup de virus, ma position, c'est qu'il fallait me faire vacciner à nouveau. Bien sûr, ça n'aurait pas du tout aidé. Donc, c'est important de faire vos propres recherches sur comment l'hépatite B peut faire. Assurez-vous d'être surveillé, de vous faire tester. Ma mère ne l'a jamais fait jusqu'à qu'elle soit ait fait l'objet d'un diagnostic d'un cancer du foie incurable. Donc, ressens une anxiété, mais c'est bien de savoir et de faire quelque chose à ce sujet. Euh, mais ça ne va pas s'éloigner de tout seul. Si vos virus sont en augmentation ou quoi que ce soit, donc, ce qu'on a dit, c'est qu'il a dit, le monsieur, c'est amusez-vous bien, ayez une bonne journée. Euh, je vais essayer de apprécier et euh, de sortir et de faire de la bicyclette. Et je me suis dit, tiens, j'ai réussi à faire de la bicyclette aujourd'hui. J'ai réussi à faire quelque chose que j'adorais.
Donc ça, ce sont de très bons conseils. Ne laissez pas l'hépatite B vous définir, partagez-le, mais il y a tant d'autres choses dans la vie. Si vous avez des amis, de la famille, il y a d'autres choses que vous pourrez fêter et apprécier la vie au-delà de l'hépatite B et se relier aux autres. Oui, c'est quelque chose d'utile et vous pouvez aussi contacter la Fondation B et le groupe de soutien. Et je vois ça dans le chat, c'est une très bonne ressource. J'aimerais aussi raconter de quelque chose, parler de quelque chose que vous avez mentionné quand vous réfléchissez à l'histoire et la réponse à la réponse précédente. Il y a des gens qui ont du mal à gérer la surveillance du cancer pour le foie. Ben, parfois, c'est un défi, parfois, c'est ce rappel régulier. Pourriez-vous conseiller sur comment continuer à le maintenir? Oui, je pense que l'une des choses, une des différences que j'ai entre, je vis au Canada, donc nous avons accès à l'assurance, donc nous n'avons pas besoin de payer. Il y a des personnes d'Afrique ici et de, de, de l'Orient, et et de l'Extrême-Orient. Donc, je crois que ça pourrait bel et bien être une limite. Mais comme je l'ai dit auparavant, c'est tellement important d'aller, même si c'est simplement le foie ou quoi que ce soit, il faut le faire quand même. C'est bien sûr, ça fait peur également, mais si vous ne le faites pas, les conséquences seront encore plus pires. Ça ira trop loin. Donc c'est quelque chose que j'encourage tout le monde d'aller essayer faire de votre mieux et de tirer parti des ressources qui sont à votre disposition. Merci beaucoup, Wendy. Avez-vous d'autres choses à ajouter? Oui, oui, c'est difficile parfois. Parfois, les, le défi, ça dépend de l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Donc, Wendy a dit, c'est quelque chose de difficile. Mais comparé à quelqu'un d'autre, ce que je dirais, et c'est faites de votre mieux, c'est tout. Avec ce que vous avez à votre disposition. Je sais que ce n'est quelque chose que je suis curieux et j'ai envie en ce qui concerne l'inégalité et les traitements ou quoi que ce soit. Pour l'hépatite B, j'ai toujours des questions et des préoccupations à ce sujet. Je parle très fièrement avec, j'ai des membres de ma famille à Ghana avec l'hépatite B qui n'ont pas ce genre de choses à leur disposition. Donc, c'est ça qui me préoccupe, qui m'empêche de dormir. Je me soucie d'eux et qu'est-ce qui va en advenir? Donc, c'est difficile. Je me suis dit qu'on peut en faire mieux et nous efforçons de mieux faire. Et donne, c'est difficile, oui, bien sûr, mais trouver une façon de gérer ceci un jour après l'autre. Et si vous pouvez trouver quelque chose qui vous passionne, euh, je le trouve intéressant. Certaines personnes, Wendy, il y a des personnes qui s'occupent le plus, ça ne les aide pas. Mais moi, pour rester occupée et m'a aidé à ne pas penser à mes défis parce que je me concentre sur quelque chose d'autre par rapport à me préoccuper de tous les tests et des résultats. Oui, moi, je me concentre ailleurs. Ça m'aide aussi un peu parce que j'ai des problèmes de santé et je n'ai pas tellement de peur et d'anxiété du fait des grands problèmes de santé que j'ai déjà. Et pour faire euh,
on dirait que je peux gérer cette affaire un peu mieux parce que je ne vais pas beaucoup de différence entre cela. Il y a un virus, l'hépatite, c'est un virus, mais c'est comme avoir une maladie chronique telle qu'avoir de la tension élevée. Donc, cette similitude, il faut regarder comme l'un n'est pas pire que l'autre, mais je regarde toujours, mais ils sont tous semblables, je me dis. Et si je dois m'occuper de ma tension artérielle pour ne pas avoir un AVC ou une attaque, donc je crois que tout ceci est bien semblable. Merci beaucoup. Le rappel que ce n'est pas quelque chose qui vous définit, c'est une condition de santé. Il faut vraiment gérer cela. Joe, vous avez le micro. Oui, pour répéter ce que Bright et Wendy ont tous les deux dit, il y a beaucoup au monde qui me donne du souci, et, surtout actuellement, pas la peine d'aller dans les détails. Tout le monde est au courant et se préoccupe de beaucoup de choses. Je crois qu'il nous faut être, il y a une phrase en anglais la notion de Pollyanna. C'était une petite fille qui voyait tout comme étant magnifique. Alors ne soyez pas une Pollyanna. La chose difficile, c'est de rester bien à surveiller la maladie, mais c'est difficile de s'en occuper sans que cela consume votre santé et votre santé mentale et spirituelle. Mais c'est important parce que si vous êtes déprimé, il n'y a pas de preuve, je ne sais pas, mais il semblerait que lorsque vous êtes déprimé, vous êtes encore plus malade. Et lorsque vous êtes déprimé, vous êtes moins à même de passer à l'action pour prendre soin de vous-même et de rester à jour avec vos traitements médicaux. Et ceci est relié à... Wendy a parlé de cela. Nous rencontrons des personnes dans le domaine médical qui ne s'y connaissent pas vraiment au sujet de l'hépatite B et encore moins sur l'hépatite D. Donc, souvent, j'éduque moi-même les personnes lorsque je vais me faire traiter. Je reçois des infusions actuellement d'hépatite, pour l'hépatite B une fois tous les 2 mois. Et je parle aux infirmières, je raconte mon histoire et la plupart n'ont pas entendu parler de l'hépatite delta. Ils ne savent même pas de quoi il s'agit dans mon infusion. Il n'y a personne d'autre dans mon hôpital qui l'a jamais attrapé. Donc, c'est une opportunité. Je ne suis pas un représentant parfait parce que je ne suis pas formée au niveau médical et j'ai du mal à me rappeler des termes techniques. Et l'autre chose que je fais, c'est quelque chose que d'autres personnes pourront prendre en considération qui viennent d'être son nouveau arrivé. Donc, ça m'a semblé très thérapeutique. J'ai pensé que je faisais quelque chose d'utile en étant un réciteur de l'hépatite B. Je ne sais pas si ce programme est en cours. Il a peut-être des centaines d'histoires actuellement, mais s'il s'agit là d'une opportunité, ou peut-être que vous pourrez créer votre propre histoire à partager au sein de votre propre communauté. Mais je dis aux personnes d'aller à epb.org ou pour voir l'histoire de Wendy ou de Joe ou de qui que ce soit, parce que tout se trouve là et ces histoires
obtiennent l'attention de personnes et ça fait partie de notre processus d'éduquer nos propres fournisseurs de soins de santé. Merci, Joe. La dernière question, très rapidement, pour les personnes qui font des récits, les derniers mots de conseil ou de sagesse pour les membres du public. Joe, vous n'avez pas votre micro fermé, donc je viens vers vous. Je crois que j'ai tout dit ce qu'il me fallait dire actuellement. Prenez ceci à cœur et rendez-vous compte qu'il y a des personnes qui travaillent pour vous partout dans le monde. Vous voyez la fondation EPB pour le premier endroit où aller essayer de comprendre tout ceci. Bright, oui, je dirais que il y a beaucoup de patients dans le monde. Ne pensez pas que vous êtes tout seul dans ce combat. Vous ne l'êtes pas. Il y a 1 000 millions de personnes qui sont dans le même bateau. Si nous sommes tous ensemble, nous sommes plus forts. Donc, j'espère que vous pouvez trouver du soulagement pour savoir que vous n'êtes pas le seul ou la seule à vous battre. Donc, n'oubliez pas, rappelez-vous de vivre. Parce qu'on semblerait qu'on oublie toujours de vivre et on se concentre sur l'hépatite B et on oublie le reste. Donc, n'oubliez pas de vivre pendant que vous faites mener ce combat. Et n'oubliez pas de faire du militantisme dès que vous en avez l'occasion. Alors, j'ajouterais que si vous ne connaissez pas tout comme tout ceci, comme ce que nous avons discuté aujourd'hui, ça peut être vraiment accablant. Donc, allez voir obtenez de l'aide, allez voir l'EPD, la fondation EPB ou la communauté.org. Je suis sur les deux et j'ai trouvé beaucoup d'informations. Mais si ça vous semble accablant, prenez-le pas à pas, morceau par morceau, parce que vous pourriez devenir trop déprimé dû à toutes les informations. Donc, parfois, même les présentations, les informations, je me suis dit, ah, ça a déclenché ce point d'accablement. Euh, donc, toutes ces déceptions, ben, en fin de compte, il y avait ce médicament, et j'espère qu'il me donne de l'espoir et j'espère qu'il sera approuvé en fin de compte. Alors, prenez-le morceau par morceau s'il y a trop, parce qu'il y a eu beaucoup d'informations qui ont été présentées aujourd'hui. Donc, si vous l'aimez, allez le regarder et prenez le temps de l'absorber. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup, chère Wendy, et merci à nouveau à Wendy Bright d'avoir partagé leur histoire. Votre courage et vos histoires aident les autres à ne pas se sentir isolés et à faire grandir la famille de l'hépatite B pour faire progresser l'ordre du jour de l'avant. Nous sommes inspirés et reconnaissants de vous avoir écouté aujourd'hui. Il y a eu beaucoup d'encouragement dans le chat et d'appréciation. Donc, je vous remercie beaucoup. Un commentaire que Joe a fait qui suggérait que si vous voulez vous impliquer ou si vous avez été inspiré par Wendy Bright et Joe, vous pourriez également être un réciteur, vous pouvez vous servir du format par le biais du code QR et remplir le formulaire et les personnes qui ont l'hépatite V pourront faire une application, mais c'est une candidature, mais ce n'est pas très difficile. Donc, si vous avez des questions, vous pourrez m'envoyer un mail dans le mail que j'ai mis dans le chat souvent. Et j'espère que vous impliquerez, ferez partie de ce programme important.
Prochaine diapo. Je vais donner le micro à Dr. Cohen qui va faire les remarques de clôture. Merci beaucoup. Mon visage me fait mal parce que j'ai tellement souri dernièrement. Ça a été vraiment une expérience magnifique. Je veux remercier tous nos orateurs d'aujourd'hui et je veux vous partager les points principaux. Et je l'ai appris du docteur parce que ça m'a inspiré. Je veux commencer avec Dr. Su Wang. Vous avez dit quelque chose qui me sont restés à l'esprit. Merci d'avoir partagé le mécanisme et en vous servant l'analogie de Dr. Thomas. Et merci de nous avoir compris, aidé à comprendre les informations sur comment vous avez mentionné comment toutes nos voix sont entendues. Donc, nous avons besoin de toutes ces voix. Je crois que Tim a confirmé que tout le monde a un rôle critique à jouer pour en venir à Dr. Tavis. Merci de nous avoir aidés à comprendre qu'est-ce qu'une guérison fonctionnelle. Et ça, c'est l'un de nos euh, objectifs principaux pour comprendre qu'il nous faut équilibrer l'optimisme et la patience et savoir que nous allons continuer à y travailler. Le premier message que je retire de vous, c'est qu'il nous faut encourager l'utilisation des drogues que nous avons. Il nous faut faire un meilleur travail à ce niveau. Donc, dans les décennies précédentes, nous avons vu beaucoup de drogues, de médicaments, de recherche. Nous avons aussi vu des compagnies qui quittaient l'espace dernièrement. Mais nous avons aussi une pipeline robuste de cures. Nous devons simplement mieux comprendre les défis, être patient et comprendre le rôle dans la communauté et nous assurer de faire la promotion, la recherche du traitement de l'hépatite B. Joe Bright et Wendy, j'ai pris des pages et des pages de notes, mais voici ce que j'aimerais emporter. L'une des choses principales, c'est comprendre l'impact réel de l'hépatite sur la vie des souffrants et la vie de leur famille. Avoir la résilience de choisir de faire partie d'un mouvement pour éliminer l'hépatite B, je vais choisir d'être un militant, un éducateur, un enseignant. Merci d'avoir partagé ceci. Maintenant, plus que jamais, nous avons besoin d'être ensemble en tant que communauté scientifique, cliniciens, praticiens de la santé publique. Les petits cabinets médicaux doivent travailler, collaborer ensemble pour prioriser les recherches de ces maladies. Alors, pour finir avec un petit mot, nous pensons savoir de quoi il s'agit, mais après, nous entendons d'autres personnes. Donc, nous devons parler de l'hépatite B et les amener à la table pour qu'ils soient des partenaires importants. Et après, je vais voler sans aucune honte mes pensées finales. N'oubliez pas de sourire, de respirer, de vivre. Vous n'êtes pas seul. Merci beaucoup, Dr. Cohen. Et ceci conclut notre webinaire. Je vous remercie à nouveau à tous les orateurs magnifiques d'avoir passé l'après-midi avec nous pour cette conférence. Nous avons eu des tonnes d'engagement et de réflexion. Donc, merci de votre temps passé avec nous. Merci à notre public d'être tellement engagé et impliqué dans les conversations également. Nous vous apprécions énormément. Et j'espère que vous ferez euh, vous communiquerez avec nous dans les jours à venir. Vous recevrez un sondage, veuillez bien le remplir. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour améliorer? Qu'est-ce que vous voulez apprendre plus au sujet des soins et des recherches et des programmes que nous allons faire à l'avenir?
veuillez bien le remplir pour nous et surveillez notre site web sur des informations pour la l'hépatite B. Et merci des magnifiques interprètes pour assurer que le webinaire est accessible en différentes langues. Sur ce, nous allons finir le webinaire. Merci.